en parallèle demandeur d'emploi indemnisé, je vais vous expliquer comment se passe le cumul entre une allocation chômage que vous avez ou à laquelle vous pourriez prétendre et le futur statut que vous allez choisir. Parce que finalement, les conditions de cumul ne sont absolument pas les mêmes selon le statut juridique que vous allez choisir. D'accord ? Ouais. Petit topo et petit laïus un petit peu sur pourquoi finalement on parle beaucoup de Pôle emploi, en tout cas sur des démarrages. La stat à 10 francs, pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière en France, il y a eu un peu plus de 800 000 créations d'entreprises qui ont eu lieu. D'accord ? Si on remonte un petit peu en arrière, en 2009, on tournait plutôt à 300 000 par an. Quand le statut d'auto-entrepreneur a vu le jour, du coup, en 2009, le nombre de créations a doublé chaque année. Donc, ça veut dire que ce marché existait, mais sauf qu'il était invisible, pour pas dire au black. Donc, on est passé en 2010 à peu près à 600 000 créations. Et depuis 2010, le nombre de créations d'année en année évolue, même si toutes les créations ne sont pas, à mon avis, à mettre dans le même panier. Il y a ceux qui en font une activité principale, il y a ceux qui en font des activités annexes, type les Deliveroo étudiants. D'accord ? Sans dire que c'est bien ou mal, ça fait partie des créations qui existent. Et donc, parmi ces 800 000 créations de boîtes qu'il y a chaque année en France, plus de la moitié, donc plus de 50% d'entre elles, sont le fait de personnes inscrites à Pôle emploi. D'où l'intérêt, finalement, à mon avis, de ce webinaire aujourd'hui. D'accord ? Et de vous expliquer comment ça se passe avec votre futur statut, parce qu'il peut y avoir des surprises si jamais on ne maîtrise pas le truc. Et autant les surprises, elles pourraient être mauvaises, mais elles peuvent aussi être très bonnes, finalement, si vous connaissez tous les trucs et astuces pour pas vous planter dès le départ. Ok ? Je fais juste un clin d'œil à Pôle emploi. C'est quand même, avec ces Big up. chiffres-là, c'est quand même le premier incubateur, Ah oui. entre guillemets, enfin le lanceur d'entreprise de France. Enfin, on critique beaucoup ce qu'ils font, mais c'est un truc de ouf ce qu'ils financent comme lancement d'entreprise. Et on leur fait un clin d'œil parce que nous, par exemple, ils nous renvoient aussi de temps en temps 2-3 personnes et on peut que les remercier et leur dire que putain ils font un taf de ouf, même s'il y a tous les processus administratifs un peu chiants qui sont classiques, mais en vrai ah mais nous Pôle emploi à Bordeaux, pour ceux qui connaissent, on les connaît quasiment tous les agences, que ce soit Lormont, Bordeaux, Mérignac, Pessac, Talence, tous ces trucs. On connaît bien les conseillers finalement, on connaît plus les conseillers que la machine Pôle emploi pour en parler. Et on bosse très bien avec eux parce que dès lors qu'ils ont un doute ou l'inverse, on s'appelle, on s'envoie des mails, c'est d'une efficience incroyable, quoi. Yes. Ça va pour le sommaire ? On attaque dans le dur ? Allez. Alors, le premier point finalement qui n'est pas abordé là et qui en final est le plus simple et le plus pratique quand on veut sortir de sa boîte pour monter la sienne, donc de sa boîte en tant que salarié pour monter la sienne, c'est de ne pas démissionner en réalité, c'est de faire une rupture conventionnelle. Parce que quand vous faites une rupture conventionnelle, de fait, quand vous allez vous inscrire à Pôle emploi dans la foulée, la rupture conventionnelle est un système qui vous permettrait de prétendre au chômage sans aucune difficulté, à la condition d'avoir suffisamment cotisé pour ouvrir des droits au chômage. D'accord ? Et aujourd'hui, auparavant, il fallait avoir cotisé au moins 4 mois au cours des 28 derniers pour commencer à avoir droit au chômage. Maintenant, vous entendez notre ministre Elisabeth Borne depuis un an nous ratatiner avec la future réforme du chômage. Il va falloir avoir travaillé au moins 6 mois au cours des 24 derniers, donc sur un champ un peu plus restreint, pour pouvoir prétendre au chômage. Donc, dites-vous, rupture conventionnelle, il faut la négocier avec son employeur, mais rupture conventionnelle ouvre droit au chômage. Si jamais ça ne peut pas se faire, parce que l'employeur ne peut pas, parce que pour diverses raisons, il y a une deuxième possibilité qui va être celle de démissionner pour monter sa boîte. Et jusqu'à il y a peu de temps, donc jusqu'à 2019, tous les gens qui démissionnaient, une démission n'ouvrait pas droit au chômage. De facto. D'accord ? De facto, il n'y avait pas droit. Sauf cas très particuliers, on pouvait potentiellement démissionner et demander à Pôle emploi ce qu'ils étudient vos droits malgré tout. Donc, vous pouviez démissionner, vous inscrire à Pôle emploi, ne pas avoir de chômage et demander à Pôle emploi ce qu'ils étudient votre situation. Et Pôle emploi pouvait étudier la situation au bout du 4e mois et définir d'eux-mêmes si oui ou non vous pourriez prétendre au chômage. Sauf que il y avait que 5% des gens qui démissionnaient, qui montaient une boîte, qui arrivaient à choper le chômage derrière. Et au final, c'était pas assez clair parce que les conditions n'étaient pas assez précises. Donc, ils ont essayé de tout remettre en ordre. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc, en gros, depuis novembre 2019, voilà, il est possible sous condition de démissionner en vue de créer sa propre entreprise
On va voir du coup les conditions et les étapes à respecter. Le PowerPoint là que je vous fais défiler, Camille, je te l'envoie aujourd'hui ou demain. Tu pourras le faire passer à tous les participants. D'accord? Donc, ouais, je le ferai passer à tous ceux qui sont inscrits. Ouais, exactement. Ils ne sont pas tous là parce qu'ils pour X raisons. Ouais. Yes. Donc la première étape, c'est de valider les conditions. Donc vous aurez de toute façon les liens actifs, d'accord? Donc vous irez voir les conditions. Il faut être en CDI au moment où vous faites la demande, justifier de 5 années d'activité salariée au moment de la demande, et surtout avoir un projet de reconversion professionnelle qui soit bien préparé et reconnu comme étant réel et sérieux. Quand j'ai dit de faire la demande, c'est la demande de quoi? En réalité, c'est de faire la demande auprès d'un CEP, un conseiller en évolution professionnelle. Vous tapez sur votre moteur de recherche préféré mon-cep.com ou .fr, vous allez tomber sur le site officiel de l'État qui va vous expliquer finalement ce que je suis en train de vous dire, hein, les différentes étapes, et qui va vous dire en fonction de où vous êtes en termes d'implantation géographique, quel est le CEP que vous pouvez contacter. Quand vous contactez un CEP, vous le faites quand vous êtes encore salarié. Vous ne démissionnez pas et après vous contactez un CEP. Non, vous contactez le CEP d'abord. C'est une démarche qui est gratuite, qui est prise en charge et pour lequel votre employeur n'a pas à être au courant. D'accord? Donc vous faites entre guillemets ça dans son dos, si je peux dire. C'est le CEP qui va travailler avec vous, à partir de la deuxième étape notamment, finalement sur l'élaboration du projet. Donc en gros, il va monter le dossier avec vous, d'accord, pour en attester le caractère finalement réel et sérieux. Vous arrivez à la troisième étape, donc vous préparez le dossier pour obtenir quoi? L'attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel. Ce qu'il y a, c'est que le caractère réel et sérieux du projet pro, c'est pas le CEP que vous allez rencontrer en face à face qui va vous dire oui, je valide ou pas. En gros, il vous aide à monter le dossier il part en commission, d'accord? Et c'est cette commission que vous ne rencontrerez jamais qui va recevoir votre dossier, qui va dire on atteste que le projet il est sérieux ou on n'atteste pas qu'il est sérieux. Si jamais la commission dit go, paf, ils mettent un petit tampon dessus, vert, validé, là, vous savez que vous pouvez démissionner, vous inscrire à Pôle emploi et aller à Pôle emploi avec le papier, la fameuse attestation, et Pôle emploi vous dira, écoutez, vous avez fait les choses dans l'ordre, on peut vous octroyer le chômage. OK? À la condition, et n'oubliez pas, de revenir à l'étape 1, donc d'être en CDI quand vous faites appel à un CEP au départ, justifier des 5 années d'expérience et d'avoir un projet qui tienne la route. OK? Si j'avais su tout ça, putain. Vas-y. Si j'avais su tout ça en vrai, je laisse tomber. Ouais. En gros, faut par contre avoir à l'esprit que toute la démarche de validation avec le CEP, entre le moment où vous faites appel au CEP et le moment où la commission va valider votre projet, va se passer entre 2 et 3 mois. D'accord? Donc si vous dites, moi je vais démissionner lundi pour monter ma boîte, mardi en étant sûr d'avoir le chômage, ça va prendre un peu plus de temps. Donc anticipez la démarche, d'accord? Et comme ça, il n'y aura pas de souci. Autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous recevez votre attestation de la commission, d'accord, la commission là, l'étape 3, en gros, vous avez 6 mois pour démissionner et monter votre boîte. Donc en gros, la commission dit OK, on est OK pour ce projet, par contre, ça va pas être OK pendant 10 ans. Vous n'allez pas nous demander en 2021 si on est OK pour que vous créez votre boîte en 2026. Ça marche pas. Il faut le faire dans un délai de 6 mois maximum. OK? Sinon, et si vous démissionnez au-delà des 6 mois, il faut refaire toute la démarche. CEP, validation de projet, commission et tout le tintouin. OK? Donc ça a permis finalement, là depuis la mise en place de la réforme en 2019, ça permet en moyenne à 50 000 personnes par an de démissionner, d'avoir droit au chômage, ce qui n'était pas le cas avant ça. OK? Vous connaissiez ou pas ce dispositif? Toi, Camille, a priori, pas forcément. Est-ce que les autres, moi, je n'étais pas au courant de ça. Et d'ailleurs, moi, juste pour parler de deux, c'est moi simplement, j'ai tout quitté, même pas le droit de chômage ou quoi, parce que j'étais entrepreneur et si j'avais su, en vrai, à la sortie des études, j'aurais fait un CDI, j'aurais fait ça. Yes. en vrai, ouais. Alors, petite astuce, tu vois, là, je regarde les commentaires, il y a Ophélie qui nous dit « Hello, la demande de CEP, elle est assez rapide. Par contre, le dossier à monter est fastidieux, ça met 4 à 6 mois. Nous, à Bordeaux, ça met plutôt 2 à 3. Ce que je vous conseille de faire, avant même de faire appel à un CEP, c'est de vous rapprocher d'un professionnel pour commencer déjà à monter un dossier en amont. Ce sera pas le dossier que le CEP vous demandera. Par contre, allez-y au moins avec des bases de quel statut juridique, pourquoi, plan de financement, compte de résultats prévisionnels, plan de trésorerie. Le CEP qui va pouvoir arriver avec ça va faire OK, la personne elle en veut. Donc finalement, il va bosser avec vous très rapidement. Il y a de fortes chances que votre dossier CEP classique plus prévisionnel validé avec un pro type évidemment expert comptable
et beaucoup plus de chances d'aboutir à une décision favorable. OK? Ouais, à Paris, Ophélie, ouais. Bon, ben à Paris, il faut les booster un petit peu, hein, les Parisiens, parce que normalement, en 2-3 mois, l'affaire, elle est censée pouvoir être bouclée. Alors, une fois... Hein? Ouais, échappez-vous. Fuyez, pauvre fou. Une fois que vous vous inscrivez à Pôle emploi, vous allez vous dire, OK, bam, je monte ma boîte. Alors là, bienvenue dans les offres des statuts juridiques. En gros, topo rapide, 2 grandes familles de statuts juridiques, entreprise d'un côté, société de l'autre. OK? Je vais faire un topo simple. Si jamais vous montez une boîte seule, vous avez 3 formes d'entreprise, 2 formes de société. En entreprise, vous avez la micro-entreprise, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, l'entreprise individuelle et l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Et en société, vous avez, si vous êtes seul, hein, l'EURL, donc, ou la SARLU, la SARL unipersonnelle, et la deuxième possibilité quand on est seul, c'est une SASU, Société Anonyme Simplifiée Unipersonnelle. En fonction du choix du statut que vous allez choisir, les conséquences vis-à-vis de votre chômage, sans même parler de la comptabilité du reste, hein, évidemment, va avoir une finalité qui ne sera pas la même. Premier cas de figure. Vous vous dites, moi, je crée mon activité, tout le monde me dit de me mettre en micro-entrepreneur parce que c'est ce qui est le plus facile et ce qui coûte le moins cher. Alors, oui et non, faut quand même faire gaffe à 2-3 trucs. Déjà, quand vous êtes micro-entrepreneur, quand vous faites votre déclaration en ligne sur le site de l'URSSAF, l'URSSAF va vous demander est-ce que vous voulez payer vos cotisations sociales tous les mois ou tous les trimestres. Petit tip, ce qui vaut, demandez à avoir un paiement mensuel. Parce que quand il va falloir que vous vous actualisiez chaque mois à Pôle emploi, il va falloir que vous démontriez à Pôle emploi quel était le chiffre d'affaires de la période. D'accord? Donc, si vous avez fait votre déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF sur les mêmes mois civils, ben, ce sera bien plus facile. Ok? Donc, demandez des paiements mensuels de cotisation. Pôle emploi, donc tous les mois, une fois qu'on a inscrit, on s'actualise. Pôle emploi vous demande est-ce que vous avez travaillé, oui, non, ce genre de choses. Et surtout, ils vont vous demander quel est le revenu qu'il faut déclarer. Ok? Et ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Quand on est micro-entrepreneur, le chiffre qu'il faut déclarer à Pôle emploi, ce n'est pas 100% du chiffre que vous avez encaissé sur la période. Nous sommes sur la période mensuelle. En réalité, c'est à vous de faire un abattement pour frais professionnels. Et l'abattement pour frais professionnels, c'est aussi l'abattement qu'appliquent les impôts pour le calcul de votre base imposable. Et cet abattement n'est pas le même selon que vous soyez une activité dite libérale. Une activité libérale, c'est pas forcément un infirmier, d'accord? Un consultant, par exemple, c'est une activité libérale. Ou que vous soyez une activité commerciale ou une activité de service commercial, pardon, ou une activité artisanale, ou encore une activité commerciale. Et quand je dis une activité commerciale, c'est j'achète et je revends. D'accord? L'abattement n'est pas le même. Pour une activité libérale, l'abattement il est de 34%. Une activité de service ou une activité artisanale, il est de 50%. Et une activité de commerce, il est de 71%. On va faire un petit exemple après, pas de problème. Et donc, quand vous déclarez à Pôle emploi votre chiffre d'affaires encaissé moins l'abattement, Pôle emploi, ils vont retenir que 70% du montant que vous leur avez déclaré. Et c'est uniquement sur le 70% que vous leur déclarez qu'ils vont recalculer le chômage du mois suivant. Autrement dit, quand vous êtes micro-entrepreneur, vous ne pourrez jamais cumuler intégralement votre chômage et vos nouveaux revenus de votre micro-entreprise. Ok, on ne peut pas cumuler les deux à 100%. Pas à 100%. Ouais. Quand vous vous actualisez, ils vous demandent vous avez travaillé, vous répondez oui, et c'est vous qui estimez le nombre d'heures travaillées dans le mois. Ils vont pas vous, comme vous n'avez pas de contrat-travail, c'est vous qui dites ce mois-ci, je vais bosser 80 heures. Ok? Et comme preuve finalement de votre chiffre d'affaires, vous adressez la copie de la déclaration mensuelle que vous avez faite auprès de l'URSSAF. Ça va jusqu'ici? Déjà, tu as répondu à la nouvelle personne que je voulais embaucher qui vient juste de se mettre en auto-entreprise justement et qui ne savait pas comment faire. Magnifique. Ah. Exemple pour parler vrai. Je t'ai dit qu'il n'y a pas de bullshit. En gros, quelqu'un est au chômage. Il a un chômage mensuel de 1 200 €. En réalité, son chômage mensuellement, il peut varier parce qu'on n'a pas un chômage qui est le même. On a une indemnité journalière. Donc forcément, quand vous êtes en février, il y a 28 jours, en mars 31 et en avril 30, le chômage ne sera pas le même. Donc quelqu'un qui a 1 200 €, on va dire sur un mois de 30 jours, en fait, il a 40 € d'indemnité journalière. Si je suis en prestation de service et que je fais un chiffre d'affaires de 1 500 €, ben, je déclare 1 500 moins 50%, comme je vous ai dit. D'accord? Donc en fait, vous déclarez 750. Pôle emploi, en fait, ils vont calculer votre chômage du mois suivant de la façon suivante. Ils vont faire 1 200 € moins 70% de 750.
donc 1200 moins 525, et le mois suivant, Pôle emploi va vous indemniser plus que 675 euros. OK? Et donc, le montant qu'ils ne vous ont pas indemnisé, donc 525, avec mon petit calcul, ils vont recalculer ce montant, 525, en nombre de jours non indemnisés. Donc 525 divisé par 40, ça fait 13 jours non indemnisés. Et bien, ces 13 jours que Pôle emploi ne vous indemnise pas le mois suivant, ces 13 jours, ils vont venir prolonger la période de fin de vos droits Pôle emploi. Donc si vous étiez indemnisé jusqu'au 31 décembre, en fait, vous serez indemnisé jusqu'au 13 janvier. Et ainsi de suite. D'accord? Sans limite de temps. Donc, en fait, ce système, quand on est micro, il est très intéressant parce que l'un dans l'autre, vous n'êtes jamais vraiment perdant. Quand vous faites du chiffre d'affaires, ça baisse votre chômage, mais ça prolonge les droits. Par contre, partez du principe que vous ne cumulez pas pleinement vos deux types de revenus. OK? Juste un truc, par contre, moi, je vous dis qu'il faut faire l'abattement fiscal, d'accord? Donc, de 34, 50 ou 71. Avant de le faire, demandez par écrit à Pôle emploi si c'est à vous de le faire ou à eux de le faire. Parce que selon parfois les Pôle emploi, ils disent non, c'est nous qui le faisons ou c'est vous qui le faites. Demandez-leur par écrit, pas par téléphone ou en face à face, d'accord? Et il y a un écrit. Ouais, on se méfie quand même toujours. J'aime beaucoup Pôle emploi, mais méfiez-vous de ça. OK? Pour ceux qui ont choisi un paiement trimestriel de leur cotisation, le système, en gros, c'est le même, sauf que vous allez leur déclarer votre revenu au trimestre, évidemment, et pas au mois. Et donc, le problème quand vous êtes sur du trimestre, c'est que quand vous avez fait un gros chiffre d'affaires le trimestre précédent, mais ça va impacter fortement le chômage du trimestre suivant, alors que le trimestre suivant, là, votre chiffre d'affaires est peut-être en train de baisser. Donc, en fait, vous allez dès le départ créer un décalage entre le niveau de chômage que vous percevez et les chiffres d'affaires que vous encaissez s'ils sont irréguliers. OK? Donc, essayez vraiment de choisir un paiement mensuel de vos cotisations sociales. Vous serez au plus juste vis-à-vis de Pôle emploi. D'accord? Ça va jusque-là? Camille, tu me dis, c'est clair? Ouais, pour moi, c'est clair. Moi, ça. Mais en même temps, je me rends compte, putain, mais ouais, c'est assez ouf parce que nous, on est souvent confrontés à ça. Oui, il va falloir qu'on fasse Je vais reprendre tes slides et il faudrait faire un manuel, livre blanc de la démission. C'est pas fini. D'accord? Faut se connecter. Deuxième cas de figure, vous dites, moi, je monte une entreprise individuelle classique. Donc, ce qu'on appelle une entreprise individuelle au réel. Quand je dis au réel, en fait, le réel, ça vient en contradiction du micro. En fait, quand on monte une auto-entreprise ou un micro-entrepreneur, c'est avant tout une entreprise individuelle au micro-fiscal et au micro-social. Micro-fiscal et micro-social, ça veut dire quoi? Micro-social, ça veut dire que vos cotisations sociales que vous allez payer, c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires, de ce qu'on appelle le micro-social. D'accord? Et le micro-fiscal, c'est chiffre d'affaires moins l'abattement dont je vous ai parlé, égale base imposable. Basta. Ça, c'est quand on est micro-entrepreneur. Quand on est au réel, c'est un peu plus poussé, en réalité, parce que comptablement, on va faire chiffre d'affaires moins charge professionnelle, égale résultat. Les cotisations sont calculées sur le résultat et non pas sur le chiffre d'affaires. D'accord? Et donc, chiffre d'affaires moins cotisation, moins charge égale résultat moins cotisation égale résultat imposable. Donc, c'est un peu plus complexe, mais on prend en considération les vraies charges de vos activités professionnelles. Et quand je dis les vraies charges, c'est vos déplacements, les frais de bouche, les abonnements X et Y, le comptable, la banque, l'assurance, Alan, ce genre de choses. OK? Sauf que ça se passe comment? Quand on est demandeur d'emploi indemnisé, après avoir fait une démission en bonne et due forme ou après avoir fait une rupture conventionnelle. Le hic, quand on est en entreprise individuelle, c'est que vous n'avez pas de possibilité de prouver votre rémunération pendant l'année, parce qu'en fait, le seul endroit où apparaît votre rémunération, c'est sur le bilan, et par définition, le bilan, vous l'avez à la fin de l'année, et en fait, vous l'avez même pas à la fin de l'année, vous l'avez en début d'année suivante, ok? Et vous ne pouvez pas non plus prouver juridiquement que vous ne prenez pas de rémunération, si ce n'est pas le cas. Donc en fait, vous êtes un peu coincé la première année. Quand vous êtes coincé, Pôle emploi, ils se disent, on ne sait pas si vous gagnez de l'argent ou pas, on ne sait pas si vous prenez des revenus ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette première année, on ne va vous verser que 70% de votre ARE. L'ARE, c'est le chômage. Hein. ARE, c'est allocation de retour à l'emploi. Donc quand vous voyez marqué ARE, c'est chômage. Donc en entreprise individuelle classique, Pôle emploi ne vous verse que 70% du chômage. Alors ça fait mal, pour pas dire autre chose, parce que le chômage, déjà que c'est 57% en moyenne de votre ancien brut. Quand vous faites 70% de 57% de votre ancien brut, le chômage est en train de fondre. OK? Et ce n'est qu'au moment où vous aurez votre bilan, vous allez fournir votre bilan à Pôle emploi, que Pôle emploi va retraiter le résultat que vous avez au bout d'un an comme étant de la rémunération que vous auriez pris
tout au long de la première année. Et alors là, c'est l'enfer sur Terre. Parce que Pôle emploi, par exemple, si vous avez un résultat, encore une fois, il y a une slide d'exemple par la suite. Si vous gagnez de l'argent, ils vont vous dire, écoutez, on va vous a versé 70%, mais peut-être que les 70% qu'on vous a versé, c'était trop d'argent. Et donc, ils vont vous demander de rembourser. Donc, en fait, vous avez bossé, pas pour rien, mais peut-être pour rembourser Pôle emploi. Et je pense pas que ce soit votre idée de départ. 2 cas de figure. Celui qui gagne un peu d'argent et celui qui gagne 2 fois plus. Même principe. Mon chômage, il est de 1 200 €. D'accord? Donc, 40 € d'indemnité journalière fois 30 jours. C'est un cas de figure basique, hein, d'accord? Pôle emploi, la première année, vous verse que 70% de 1 200. Donc, en gros, il vous verse 840 € la première année. Il faut vivre avec 840 €. Au bout de votre première année, vous avez un résultat de 18 000 €. D'accord? Pôle emploi, ils vont faire quoi? Ils vont faire 18 000 divisé par 12 mois. Ça fait 1500. Et comme ils sont sympas, ils considèrent que vous avez gagné que 70% de ce montant-là. Donc, ils vont se dire, OK, en fait, on considère que vous avez gagné la première année en moyenne 1050 € par mois. Vous avez gagné 1050 € par mois, théoriquement, et nous, on vous a versé 840 par mois. Donc, en fait, il y a un reliquat mensuel qu'on ne vous a pas versé. Donc, 1050 moins 840, c'est comme si on vous avait pas versé 210 € par mois. D'accord? Et donc, 210 € fois 12, en fait, ils vont vous dire, erreur de la banque en votre faveur, on vous doit 2520 €. OK? Ils vous régularisent. Sauf que la première année, vous avez tiré la langue, hein, parce que vous aviez que 840 balles tous les mois pour vivre. Ouais. Faire chauffer la marmite. Deuxième cas de figure, vous êtes bien mieux, vous avez bien bossé, en même temps, on va pas vous le reprocher, hein. Vous faites un résultat de 36 000. D'accord? Pas chiffre d'affaires, un résultat, donc chiffre d'affaires moins charge. Là, ça pique. Parce qu'en fait, quand on fait le même calcul, 36 000 divisé par 12, ça fait 3 000 € par mois, fois 70%, parce que c'est ce qu'ils considèrent comme étant votre revenu, ça fait 2100 € de revenus théoriques. Sauf que 2100, c'est largement supérieur à ce que Pôle emploi vous verse. Donc, Pôle emploi va vous dire, hop, en gros, les 840 € qu'on vous a versés, c'était trop. Donc, il va falloir nous rendre en one shot 840 € fois 12, 10 080 €. OK? Et alors là, c'est ce qu'on appelle la douloureuse, parce que quand ça vous arrive, vous allez mal dormir. Parce qu'il faudra faire un chèque de 10 080 € à Pôle emploi. C'est comme si, en gros, si vous avez donné une sucette et qu'ils reprenaient la sucette. Sauf que la sucette à 10 080 €, elle est en or. OK? Donc ça, sincèrement, si vous êtes demandeur d'emploi indemnisé, ne montez surtout pas une entreprise individuelle classique, parce que vous ne savez jamais à quelle sauce vous allez être mangé. OK? Jamais. Donc ne faites pas ça. Il y a un autre cas de figure, alors, qui est celui de l'EIRL. L'EIRL, je l'aborde pas parce qu'en fait, pour être méga précis, l'EIRL, fiscalement, vous avez 2 options. Vous êtes soit une EIRL, ce qu'on appelle à l'impôt sur le revenu, et là, ça fonctionne comme une entreprise individuelle qu'on vient de voir. Donc, EIRL à l'impôt sur le revenu, c'est comme l'entreprise individuelle qu'on vient de voir. OK. Deuxième cas de figure, vous êtes une EIRL à l'impôt sur les sociétés. Et là, ça va fonctionner comme une EURL, ce qu'on va voir maintenant. OK? Ça va? J'ai pas perdu tout le monde? Il y a encore des gens connectés ou pas? Oui. Oui, ça va, tout va bien. Mais moi, j'avais une question parce qu'en début de sommaire, c'est marrant, on n'y est pas encore, hein, j'imagine. Mais tu vas pas parler de SAS, c'est ça? Hein? Mais c'est normal, ça vient pour la fin, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que c'est un truc qui est marrant, c'est tu vois, dans le monde startup, nous on a tous l'ambition de se lancer en SAS parce que c'est la norme, quoi. Enfin, c'est le truc, si tu as de l'ambition et quoi, mais en fait, c'est une connerie souvent. Et j'imagine que tu vas nous en parler à la fin aussi. En fait, il y a des plus et des moins, d'accord? Avant même d'aborder le sujet au sens Pôle emploi du terme, tu en as beaucoup qui se lancent en SAS pour des bonnes raisons, des mauvaises, des mythes, tout ce que tu veux. Parce que demain, tu ouvres un bouquin, monte ta startup, ils te disent que si tu veux faire une levée de fonds, il faut être en SAS. Les mecs, ils vont mettre du cash, ils vont prendre des parts avec des augmentations de capital. C'est plus facile en SAS parce que finalement, t'es pas obligé de passer par une modification des statuts. Les cessions d'actions coûtent moins cher, t'es pas obligé de les déposer au greffe comme si t'étais en SARL. Donc, en effet, tu as plein de raisons qui poussent on va dire des indépendants Startup Nation, si on peut dire, vers la SAS. D'accord? Ouais. Ça, c'est un peu pour moi les mauvaises raisons. Clairement, ok? Ça, c'est le mythe. Parce que, par contre, ce qu'on vous dit pas ou mal, c'est que rien n'empêche, en réalité, de passer d'un statut à l'autre et à un autre. Hein. On peut très bien commencer son activité en pro, passer en entreprise individuelle et après passer en société. La condition, par contre, c'est qu'on fait pas ça comme des sagouins. Il y a quand même quelques règles à respecter pour pas se faire déglinguer par l'administration fiscale. Ah, moi, j'ai perdu de la thune comme ça.
Mais oui, j'imagine. Tu vois, moi, je vais te parler d'un exemple qui est encore, entre guillemets, assez frais. Ouais. Un mec en décembre m'appelle, un mec à Lyon. Coucou, j'ai entendu parler de vous à Bordeaux, vous êtes géniaux, j'ai un pote qui est chez vous, il est trop content, ok. Je vous explique ma situation. Je suis micro-entrepreneur, j'ai monté mon truc il y a 2 ans de ça. Je faisais ça pour m'amuser. Aujourd'hui, je fais 200 000 euros de chiffre d'affaires tout seul derrière mon ordinateur en service. Ok. En gros, je suis micro et je me rends compte que je suis dépassé par les événements. Ouais. Et il me dit comment faut faire parce que je voudrais passer en société. Il me dit est-ce que je ferme moi micro pour monter une société? Et là je fais oula garçon attention. Si vous aviez fait 10 000 euros franchement tout le monde s'en fout, d'accord. Par contre 200 000 demain vous avez un contrôle fiscal, vous vous faites ratatiner parce qu'en gros juridiquement, enfin d'un point de vue administratif, rien ne t'empêche de fermer ta micro et de monter une boîte. Par contre fiscalement l'administration fiscale est grandement perdante, ok. Ouais. Donc Coco on va bien faire les choses parce que encore une fois on parle pas de 10 000 euros, mais on parle de 200 000. Il a fallu faire un truc un peu trash, enfin un peu long et tout. Il a fallu d'abord faire une valorisation de sa micro-entreprise, donc une valorisation de son travail, d'accord. Monter une société, apporter le fonds de commerce de la valorisation au capital de sa future société. Le hasard, enfin le hasard, non c'est pas un hasard. Hein, la valorisation que j'ai sortie le 30 décembre, hein, s'il te plaît. J'étais en vacances dans les Landes et je suis en train de faire une valorisation sur mon ordi pendant 2 jours entre les bières, mais au final elle est propre. La valo elle était à 60 000 euros, donc au final et aujourd'hui il y a une société qui a été créée avec un capital de 60 000 euros pour laquelle il n'a pas sorti un copec, hein, d'accord. C'est juste un transfert de valeur de fonds de commerce. Ouais. Valorisation que l'on a faite, il a fallu la faire valider par un commissaire aux apports. Parce que c'est pas parce que l'expert comptable dit que ça vaut 60 000 que ça suffit à l'administration fiscale. Il faut qu'il y ait un super expert comptable qui passe derrière, oui ou non. Ok. Ça a été bon. Et du coup, aujourd'hui, il en a juste fait un transfert. Et comme ça, il a pu passer d'une micro, entre guillemets, d'une petite micro à une SAS, en l'occurrence, parce que c'est ce qu'il voulait pour différentes raisons. Des raisons valables. Mais encore une fois, il est passé en SAS sans être dans le mythe de la Startup Nation, je vais faire rentrer des gens et compagnie. Ok. Donc, en fait, il y a c'est plutôt pas mal en fait. Enfin, je sais pas ce que t'en penses très concrètement. En mode moi, je me suis lancé, j'étais freelance, j'étais en auto-entrepreneur, et j'ai testé mon marché comme ça, en me payant au lance-pierre, peut-être, mais en même temps, je voulais arriver à me payer en ayant 2-3 clients. Et après, j'ai réussi. Après, je suis devenu entrepreneur, donc je me payais encore moins parce que j'avais des salariés. T'es devenu sous-preneur. Et tu connais le schéma. Et après, je suis repassé auto-entrepreneur. Finalement, je pense que l'auto-entrepreneuriat, c'est un bon tremplin après pour voir justement les autres statuts, que ce soit des SARL ou des SAS, en fonction de ce que tu as réellement comme ambition, à partir du moment où tu comprends ce que ça veut dire. Parce que moi, j'ai fait tout ça et je ne sais rien du tout de ce que ça voulait dire. Exactement. Et là, je pense que la transition est bonne sur savoir ce que ça veut dire, parce que là, je vais finir. Enfin, moi, je vais continuer ma presse, en fait. Et par contre, passer en société quand tu es indemnisé par Pôle emploi, ça peut avoir de très nombreux avantages. OK? Et c'est ce qu'on va voir. Yes. Donc, je retourne sur ma presse. Donc là, on va voir 4 cas de figure. Le premier, si tu es tout seul, hein, d'accord? Tu montes une EURL et tu ne te rémunères pas. Ça, c'est le premier cas de figure qu'on va regarder. Le deuxième, EURL et tu te rémunères. Troisième cas de figure, tu montes une SASU et tu ne te payes pas. Et quatrième cas de figure, tu montes une SASU et tu te payes. D'accord? Et on va cumuler tout ça avec un chômage. OK? Alors, désolé, hein, c'est un peu de texte. J'ai pas eu le temps d'insérer des gifs et compagnie. Mais l'important, c'est de comprendre le principe. En gros, tu montes une société, une URL, et tu ne te payes pas. OK? Le fait de ne pas te payer, tu peux le marquer sur 2 endroits. Soit tu le marques dans tes statuts, donc c'est gravé dans le marbre, ce que je te conseille pas de faire, parce que le problème, c'est que quand tu vas pouvoir te payer, il faudra mettre à jour les statuts, les redéposer auprès du greffe, et tu vas payer 500 balles pour rien. Ce que tu peux faire, tu ne marques pas dans les statuts, et par contre, dès que la boîte elle est créée, tu fais une AGE, une Assemblée Générale Extraordinaire, qui stipule que Monsieur Canimatis ne se paye pas de telle période à telle période. OK? Et en gros, il en sort un PV, un procès verbal, un PV d'Assemblée Générale Extraordinaire. Tu apportes la copie de ce PV à Pôle emploi, comme quoi tu ne te payes pas. En fait, c'est ta boîte qui le dit. D'accord? Et là, Pôle emploi peut continuer à te verser 100% de ton chômage. Peu importe que tu fasses 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. La condition, évidemment, c'est de ne pas se payer. C'est insane, ça. Ouais. À condition de ne pas se payer. OK? Et c'est là où parfois monter une boîte, ça peut avoir du sens, en fait, parce que finalement, ta boîte, elle fait du chiffre d'affaires.
tu ne te payes pas, donc tu payes pas de cotisation sociale, même si en EURL, tu payes toujours un peu de cotisation sociale, il y a une avance forfaitaire de cotisation à avoir. Donc, ta boîte, elle encaisse du chiffre d'affaires, donc en fait, c'est de la trésor. Okay. Tant que tu ne te payes pas, en fait, tu vas cumuler un max ou pas, hein. En tout cas, tu vas cumuler de la trésorerie pour financer de nouvelles dépenses, mais pas de la rémunération, donc j'ai n'importe quoi, mais des techniques de growth, des techniques de tout ce que tu veux, des abonnements, des trucs qui vont te faire exploser. Ok, dans le bon sens du terme, dans le bon sens du terme. Et ce trésor, tu en gardes aussi une partie pour quand il faudra se rémunérer, c'est-à-dire que quand ton Pôle emploi se terminera, ben là, il faudra que tu te sortes du cash. Mais tu as le droit de garder tout le temps de chômage. Tu peux faire ça pendant toute la durée de ton chômage, il n'y a aucun problème. Mais ça fait 2 ans quasiment. Ben, quelqu'un qui crée sa boîte en début d'indemnisation, il a 2 ans. Et tu vas amener des gens qui ont 3 ans d'indemnisation. Quand on a plus d'un certain âge, on peut avoir 3 ans d'indemnisation. Là, moi, j'accompagne une nana, je te le garantis. Elle monte sa boîte, elle conserve son chômage à 100%. Dans 3 ans, elle est à la retraite. Dans 3 ans, en gros, sa boîte, elle ferme, elle récupère un bonnet de liquidation, elle n'aura pas payé de cotisation sociale dessus, 30% de flat tax, et puis merci, au revoir. J'ai pas tout compris, mais je suis 100% d'accord. En gros, elle finit sa carrière. Juste pour finir, elle finit sa carrière sur du chômage. Elle va capitaliser parce qu'elle a une niche. Elle estime qu'elle va faire en 3 ans à peu près 500 000 € de chiffre d'affaires. Dans 3 ans, elle ferme sa boîte, elle paye juste 30% d'impôts et de cotisations, tout confondu, et elle récupère 70% net du truc. Et pendant 3 ans, elle a vécu sur son chômage. Ça, c'est ouf. Non, mais en fait, tu as des systèmes de malades. Tu as des systèmes de malades. Ah ouais. L'avantage, en fait, que peut avoir une société, en fait, en réalité, il y en a 2. Un, c'est de garder 100% de ton chômage. Et deuxièmement, c'est de déduire les frais réels de ton activité. Donc, tout ce que tu vas dépenser, tu vas le passer en comptabilité. Donc, en fait, c'est ta boîte qui va le payer avec ton chiffre d'affaires, donc ton travail, hein, in fine. On va pas se mentir. Et tu vas pouvoir récupérer aussi, et là, j'en parle même pas, ce qu'on appelle des charges mixtes. Donc, non seulement tu vas récupérer des indemnités kilométriques quand tu prends ta bagnole pour aller bosser et aller voir des clients à Toulouse, à Bordeaux, à Strasbourg, si jamais tu y vas en bagnole. Et tu vas aussi récupérer d'autres trucs, c'est que notamment si tu mets ton siège social chez toi, ce que tu as le droit de faire juridiquement, d'installer le siège social à ton adresse, que tu sois propriétaire ou locataire. C'est ce que j'ai. Voilà, donc tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle des charges mixtes. Donc en gros, si tu habites dans un endroit, admettons que tu es propriétaire, d'accord ? Que la baraque soit payée ou pas, on s'en fout. Ou que tu es locataire et qu'en tout cas la valeur locative du bien soit de 1 000 €, je prends un exemple au pif, 1000 balles, c'est la valeur locative, tu vas pouvoir demander à ta boîte de te rendre 15% du montant du loyer. Donc, en gros, ta société va te donner à titre perso 150 € par mois. Donc, 1 800 € par an. 15% Ah ouais, okay. On est sur une fourchette de 15 à 20%. C'est la norme acceptée par l'administration fiscale. Par exemple, moi, je paye 3 000 € de loyer pour ma baraque. Bon, ça fait beaucoup, mais parce que j'ai un peu d'argent. Donc, du coup, ça commence à faire 450 balles par mois. En gros, ta société va pouvoir te rendre 450 € tous les mois. Ça veut dire que, attends, toi, dans la poche, tu vas récupérer 450 x 12. À l'année, tu vas récupérer 5 400 balles. Il faut retenir 2 choses. Ces 5 400 balles que tu vas récupérer, tu n'as pas les déclarés à Pôle emploi, parce que c'est pas un revenu du travail. Donc, en fait, ça va augmenter tes revenus mensuels. Par contre, le deuxième point, et ça, faut quand même pas l'oublier, c'est que c'est considéré fiscalement comme un revenu locatif. D'accord? Ouais. Il va être imposé sur 5 400 moins 50%, parce que ce sera considéré comme un meublé. Parce que chez toi, il y a quand même des chances qu'il y ait un lit, un canapé, une télé et compagnie. Ok? Ouais. Et sauf que ce qui est ouf, c'est que les 3 000 balles que tu payes de location, que tu aies une boîte ou pas, tu les payes quand même. Donc autant récupérer finalement ce montant-là. Donc non seulement tu as ton Pôle emploi, tu te crées un deuxième revenu sur lequel tu vas certes payer un impôt, mais en fait, c'est une charge qui n'existe même pas et te sert juste à augmenter tes revenus. Ok? Ok. Ça va? Je vois tous les économies à côté desquelles je suis passé là. Là, je me fais. Ouais. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, non? Ça fait mal. Donc en gros, le URL, il faut faire comme ça. Par contre, il y a 2 petits trucs, attention, je les marque en dessous. Quand tu fais ça, ce système, en gros, monter une société sans rémunération, tu perds l'intérêt de l'ACRE. L'ACRE, c'est un dispositif qui te permet de payer moins de cotisations sociales la première année. Donc en gros, comme la première année, tu ne te payes pas, que tu payes des cotisations ou moitié moins de 0, à la fin, ça te fait toujours la tête à Toto. Donc en fait, l'ACRE sert à rien. Si tu prends pas de revenus la première année, ça sert à rien. Mais à la limite, tu t'en fous. À la limite, c'est pas très grave. Ok. Ouais.
Deuxième point, c'est qu'en EURL, par contre, si tu montes une EURL, même si tu ne te payes pas la première année, tu vas devoir avancer un forfait de cotisation sociale. Ok? La première année, avec l'ACRE, même si l'ACRE ne sert à rien, elle te sert quand même à ça, c'est que normalement, le forfait de cotisation en EURL, il est d'environ 3 500 € par tête de pipe, par dirigeant. Ok? Avec l'ACRE, il n'est pas de 3 500 €, il baisse à 1 500 €. Donc, ça veut dire que la première année, va falloir quand même que ta boîte, elle paye à l'URSSAF 1 500 € de cotisation sociale. La deuxième année, l'ACRE n'existe plus. Et si tu es encore indemnisé par Pôle emploi et que tu ne te payes pas, il faudra payer la deuxième année du forfait de cotisation sociale, qui là est de 3 500 €. Donc, en gros, en 2 ans, si tu es en EURL et que tu ne te payes pas, il aura quand même fallu sortir en trésorerie 5 000 € de cotisation sociale. OK? Donc, vous ne vous inquiétez pas. Si tu t'y retrouves. J'avance et vous allez comprendre le insane qui monte au fur et à mesure. Comme ça. OK? Si, par contre, tu es en EURL et que tu te payes alors que tu es indemnisé, franchement, faut éviter de le faire. Pourquoi? Parce que quand tu vas te verser une rémunération, il faudra que tu la déclares à Pôle emploi. D'accord? Pôle emploi va retraiter uniquement 70% du montant. Donc, ça veut dire que même si tu te payes, Pôle emploi pourrait quand même continuer à te verser un petit reliquat de chômage à côté. Exemple, tu te payes 1 500 € alors que tu as un chômage de 1 200. D'accord? Ton chômage est 1 200, Pôle emploi, il ne traite que 70% de 1 500, donc ils considèrent que tu gagnes 1 050 €. Donc pour eux, 1 200 moins 1 050, ils vont te filer en plus 150 €. Okay? Donc ça veut dire qu'en fait, à la fin, tu as gagné combien? Tu as gagné 1 500 € de rémunération que tu as pris sur ta boîte et 150 € de chômage. Donc en fait, tu gagnes 1 650 par mois. Alors que ton chômage, il était à 1 200. D'accord? Donc en fait, tu prends un gap, entre guillemets, de 450 €. Ça va jusque-là? Ouais, pour moi, sauf que pour prendre un gap de 450 balles par mois... N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Ouais, vous les mettez dans le chat. Administratif. Il les prend à la volée, Camille, il me les posera. Sauf que pour prendre un gap de 450 balles, entre 1 200 € de chômage et 1 650 ou 1 500 par ta boîte et 150 de chômage, ça coûte à ta société, par contre, 1 500 € net, plus les cotisations sociales. Donc 1 500, plus les cotisations sociales. Pour gagner 450 balles de plus, ça coûte à ta société, donc à ton travail, 2 175 €. Donc c'est un non-sens en fait. Parce que ça coûte, en gros, un 2175 divisé par 450, je suis un fou, ça coûte 4,83 fois plus cher que le gain réel. Donc franchement, ça vaut pas la peine. Ça en vaut pas la peine. Un vrai comptable, tu avais la calculette sur le bureau là et tout. Ouais. Ouais, ça c'est le comptable à l'ancienne qui revient. En gros, voilà. Dis-toi que pour gagner 450 balles de plus, ça coûte plus de 2000 balles à ta boîte. Franchement, ça n'a aucun sens. Il vaut mieux mettre les 2000 balles dans d'autres choses, d'accord, qui vont te rapporter beaucoup plus demain, dans 1 an, dans 1 an et demi, dans 2 ans, plutôt que gagner 3 clopinettes sur du Pôle emploi. Franchement, faut pas. Ok. Deuxième cas de figure, la SAS. On y arrive. La SAS, tu prends pas de rémunération, même délire que dans la URL. Soit tu marques dans les statuts, soit tu fais un procès verbal d'assemblée générale qui dit Monsieur Robiquet, il se paye pas pendant 2 ans, ça porte la copie à Pôle emploi. Pôle emploi, ils vont dire très bien, monsieur, on continue à vous verser 100% de votre chômage. Ok? Même délire. Par contre, tu perds un peu le bénéfice de l'ACRE, enfin l'intérêt de l'ACRE. Ouais. Par contre, ce qui est trop bien par rapport à la URL, et c'est là où la SAS peut avoir un sens en fait, sauf qu'évidemment, aucun créateur ne te le dit parce que c'est pas très sexy à marquer sur LinkedIn. C'est que quand tu crées une SAS et que tu ne te payes pas, eh bien là, tu payes aucune cotisation sociale. Tu payes même pas de forfait à avancer. Il n'y a même pas la question des 1 500 € la première année, 3 500 € la deuxième année. Donc en gros, tu montes une SAS, tu ne payes pas pendant 2 ans que ton chômage, ça te coûte 0 € de cotisation sociale. D'accord? Et c'est là où c'est insane. Par contre, en tant que demandeur d'emploi indemnisé, tu es couvert en protection sociale, donc tu es toujours couvert au titre de l'assurance maladie. Donc, il t'arrive un pépin, tu es hospitalisé, tu es couvert. D'accord? Et en plus, tu cotises quand même à la retraite, parce qu'en tant que demandeur d'emploi indemnisé, tu cotises quand même, tu valides des trimestres de retraite. Alors, je dis pas que ce seront les meilleurs de ta carrière, d'accord? Parce que ils sont validés sur une base plus inférieure. Mais tu valides quand même les trimestres de retraite. Donc, le fait de pas payer de cotisation tant que tu es indemnisé, en fait, ce n'est pas un problème. Mais tu vas faire des grosses économies, pour pas être vulgaire. Ok? Ça va ou tout le monde s'en fout?
Non, Non? c'est incroyable. Enfin, moi perso, en fait, moi j'étais dans ce cas de figure là. Ouais, J'étais dans le cas de figure de la SASU, en fait. ouais, ouais. J'ai créé une SASU, mais merci Vincent. Vincent, il dit c'est clair, très bien. Ouais, Mais je vois. euh, j'étais dans le cas de figure de la SASU, par exemple, et j'aurais pu avoir l'opportunité, en fait, de faire un CDI. Il se trouve que bon, moi, malheureusement, c'était pas le cas juste avant, mais si j'avais su, je l'aurais fait. Mm. Et du coup, ça m'aurait permis de toucher le chômage, d'avoir toujours ma SASU Conquistador en fait, qui est restée. C'était une SASU jusqu'au mois dernier où j'ai fait rentrer des associés. Ouais. Du coup, en fait, j'aurais pu continuer à toucher mon chômage jusqu'au mois dernier en fait. Mais Et ouais. ça m'aurait permis en fait de pas avoir à me verser un salaire et de vivre sur ce chômage-là. En sachant que Et en fait, les économies, admettons, tu vois, je prends, je sais pas, je prends une rémunération, on va dire, un peu au-dessus du SMIC, d'accord? Admettons 1500 ouais, euros. 1500 euros, d'accord? 1500 euros sur, admettons, 2 ans. Donc, fois 24 mois. OK? Fois les cotisations quand tu es en SAS, elles sont un peu costauds. Si jamais tu restes en SAS, hein, parce qu'après, ouais, je vais ouais. t'expliquer après encore un autre truc. Mais si jamais tu es en SAS, tu es à peu près à 70-75% de cotisation. Donc, 1500 fois Ah ouais, 24 nous, mois, je fais c'est des 36 000. par ça, je te dis Fois direct. 1,75, tu fais une économie en 2 ans, de 63 000 euros. Ouais. Tu te rends compte de Ouais, ce que tu peux faire avec 63 000 balles? Je pense qu'en ah, en boss, tu peux faire du. Ça s'appelle le fire, quoi. Le vrai de vrai. OK? j'achète des bières. Voilà. Ou sinon, ouais, exactement. Tu payes des bières à tout le monde. OK? Si vous avez des questions, les participants, n'hésitez pas. Hein, prenez la parole, écrivez dans le chat ou quoi. N'ayez pas peur. Hein. Moi, en tout cas, je repars dans ma presse. Hop. T'inquiète, je te Mais, transmets. OK, cool. Donc, en gros, SAS, Attends, pareil. il y a une petite question. On peut Vas-y, revenir dis-moi. de statut à SARL, il me semble, sans que ça coûte. Ah, bon, je sais pas qui a posé la question, mais alors merci. C'est Vincent. Parce qu'en De gros, rien. c'était, voilà, t'as gagné une bonne image, une image. Ah, merci. En gros, ça fait partie des tips qu'il faut essayer de faire quand C'est bon. tu t'es dit, en gros, je monte une SAS ou une SASU pour ne pas me payer, garder mon chômage à 100% et compagnie, et pas payer de cotisation tout en étant couvert. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir se payer. OK? Ouais. La différence, enfin, une des différences entre la SAS et l'URL, c'est qu'en SAS, tu l'as bien vu et tu l'as bien dit, Camille, en termes de cotisation sociale, tu te fais un peu assassiner par Ouais. l'URSSAF. En gros, tu Bien payes à peu sûr. près 70-75% de cotisation. Ça veut dire quoi? Hum. C'est-à-dire que pour te payer 1000 euros net, bah, ça coûte à ta société 70% de plus, voire 75. Donc, en gros, pour que Camille prenne 1000 balles net, ça coûte à sa boîte 1750. 1000 pour lui, 750 pour les cotisations. C'est Alors ça. qu'en EURL, ton taux de cotisation, il n'est pas à 75, il est plutôt à 45. Donc, tu gagnes 30 points. D'accord? Donc, Ouais. tes 1000 euros ne te coûtent pas 1750. Si tu es en SARL ou en EURL, ils coûtent 1450. Donc, en fait, tu as beaucoup de gens, quand ils arrivent au terme de leur chômage, s'ils peuvent se payer, qui transforment leur SAS ou leur SASU en SARL ou en EURL. OK? En fait, tu peux transformer ta boîte et passer d'un statut à l'autre. Par contre, sans que ça coûte d'argent, ça, je le connais pas parce que même sans passer par un expert comptable, tu as quand même des frais d'enregistrement obligatoires. OK? Et en passant par un expert comptable, ça va coûter 300 balles de plus. OK? À 300 ou 400 balles de plus. En gros, nous, quand on fait des transformations, SAS vers EURL, je vais te donner franco le tarif. OK? Comme ça, no bullshit jusqu'à 18h. Tu vois, transformation de société, SAS vers SARL. En gros, on est à 1000 balles. J'arrondis à quelques dizaines d'euros près. 1000 euros. OK? Ouais. 1000 euros. Donc, en gros, celui qui s'était planté au départ, qui avait monté une URL, pendant 2 ans, il a dû avancer à l'URSSAF 1500 balles de cotisation la première année, 3500 la deuxième, donc il a payé 5000 balles dans le vent. Alors qu'il s'il avait monté une SAS, il aurait payé 0 pendant 2 ans. Ouais. Et avec son chiffre d'affaires et donc la trésorerie qu'il a, au moins, il a le luxe de se poser la question au bout de 2 ans, est-ce qu'il faut que je reste en SAS ou est-ce qu'il faut que je transforme en SARL, quitte à payer 1000 balles grâce à ma trésor et n'avoir à payer que 45% de cotisation sociale. OK? Et ça, il faut avoir à l'esprit que c'est possible au terme de la SAS. Et c'est plus facile de passer d'une SAS
ou d'une SASU, hein, à une SARL ou à une URL, donc SAS vers SARL, c'est plus facile, que de passer d'une SARL vers une SAS. Parce que quand tu passes d'une SARL à une SAS, il faut faire appel encore une fois à ce fameux commissaire aux apports. Et là, par contre, tu rajoutes encore un billet sur la table. Alors que SAS vers SARL, tu n'as pas besoin de commissaire aux apports. OK? OK. Il demande un billet de combien, Vincent? Un billet de combien, pourquoi? Je pense, pour le commissaire aux apports. Ouais, j'avais entendu que c'était autour de 1000. Le commissaire aux apports, s'il est à Paris ou s'il est à Lyon, à Corrèze, à mon avis, il va pas prendre la même. À Lyon. Parce qu'il a des frais structurels qui sont pas les mêmes. Dernière fois que moi j'ai fait appel, enfin pas pour moi, mais pour un autre client, un commissaire aux apports sur ça, il avait pris 1200 €, je crois. Ouais, ok, c'est ce que sur cette mission. En plus des frais de transformation, hein. Attention. Hein. Ouais, c'est en plus, c'est ce que j'ai entendu. Ouais. Donc tu les rajoutes, ouais. Okay. Ça fait quand même du pognon, ouais. Ça fait un peu de pognon, ouais. Donc faut réfléchir quand même au bon montage dès le départ. Merci, ouais. C'est tout l'intérêt de la présentation. Putain, mais en fait, le truc que je me dis, je crois que tu vois, il faudrait qu'on fasse un livre blanc vraiment. Hein, plus le temps passe, plus j'y réfléchis à un livre blanc Condillac X Conquistador. Et tu vois un truc qu'on travaille un peu bien avec le mode d'emploi de démissionne proprement. Ouais, ça pourrait être ça. Après, c'est plus facile à faire en live évidemment parce que ce qu'il y a, c'est que quand tu marques un truc blanc sur blanc, alors que 2 mois après ça change, faut faire un peu gaffe. Mais oui, des livres blancs, moi aussi, je me dis que je pourrais en écrire, sauf que tu regardes mon planning. Mais, tu vois, moi, je sais pas, toutes les semaines, il y a peut-être 15 personnes qui veulent faire des reconversions, qui me contactent. Mais en vrai, tu vois, si j'avais toutes ces infos-là, moi, je me concentre uniquement sur la partie entrepreneuriat. Donc voilà, je sais pas toutes ces connaissances-là. Mais en fait, tu peux carrément complètement les faire swifter, les faire changer d'état d'esprit parce qu'ils pensent tous que c'est un risque énorme. Alors qu'en fait, là, en fait, on compte que très bien, c'est pas forcément risqué avec tout ce qui existe légalement. Non, exactement. Le risque, en fait, le seul risque pour être d'un cash total, d'accord, à monter une boîte en société, c'est que si jamais ça venait à ne pas marcher, la liquidation va te coûter un peu plus cher. Voilà. Ouais. Mais quand je dis un peu plus cher, c'est en gros faire un bilan, une dissolution de liquidation, c'est maxi un billet entre 1000 et 1005. Donc sincèrement, je te pose la question. Si aujourd'hui t'es pas prêt à mettre dans le pire des cas, et le pire c'est t'as rien vendu, hein, d'accord, 1500 balles pour fermer ton truc, je suis pas sûr qu'il faille y aller tout court. Et puis dans le meilleur des cas, t'as 2 ans de chômage ou 3 ans. Exactement. Et encore une fois, dans le pire des cas, là moi je te parle du pire des cas, c'est t'as vendu 0. Dans un cas un peu nul, si t'as vendu au moins 1500. Attends, on t'entend plus, mon cher tac. Attends, il y a eu un misclick. Tac. Vas-y. Ouais, c'est bon. Ouais, donc je disais que dans le pire des cas, même si t'as vendu au moins pour 1500 balles, ben, dans le pire des cas, ça va te payer une liquidation, quoi. Donc il faut, je pense, accepter de prendre ce risque. Ok, c'est un risque qui me semble acceptable. Voilà. Après, chacun sa vision, de l'argent, des délais, tout ce qu'on veut. Ok. Mais enfin voilà, tout ça pour vous dire là, en l'espace d'une heure, qu'il y a quand même des milliards de choses à penser pour faire les choses au mieux. Moi, là, je suis pas en train de vous dire comment gagner de l'argent, ça c'est le métier d'autres personnes. Moi, je suis en train de vous dire comment potentiellement on économisait beaucoup. Et beaucoup. Ok. Pour gagner de la thune, c'est moins. Ouais, exactement, ouais. Je finis juste sur un autre truc. C'est que Pôle emploi, si tu veux pas rentrer dans le délire de je garde mon chômage ou si je suis micro-entrepreneur, Pôle emploi fait des recalculs. Pôle emploi, ils vont te dire on a un autre truc qui s'appelle l'ARCE. L'ARS. D'accord? À ne pas confondre avec l'ACRE. Ouais. L'ACRE, c'est pour payer moins de cotisations. La RCE, c'est Pôle emploi qui va te dire, en gros, je suis désolé, j'ai mis beaucoup de texte, hein, mais en gros, si tu veux pas avoir ton calcul du maintien des droits total ou partiel, donc total, c'est quand tu te payes pas en société et qu'ils te versent 100%, ou partiel, c'est quand Pôle emploi fait le recalcul tous les mois quand tu es micro-entrepreneur. Pôle emploi, ils vont te dire, on peut calculer le reliquat de vos droits, d'accord? Donc, en gros, entre le moment où tu crées et le moment où tu es plein d'indemnisés, il vous reste temps et on va vous en verser une somme, ok? En tout cas, un morceau. Je prends un exemple. Tu étais initialement indemnisé pendant 24 mois. Pour être indemnisé pendant 24 mois, il faut avoir travaillé au moins 2 ans
au moment de ton inscription au chômage, ok, Mhm. en tant que salarié. Au moment où tu crées ta boîte, admettons sur les 24 mois, bah, tu as déjà consommé 5 mois d'indemnisation. Tu étais pendant 5 mois en train de boire des bières et travailler ton projet. Donc en gros, il reste 19 mois de chômage à venir. Donc tu as un reliquat de droit de 19 mois. 19 mois fois 30 jours, ça fait 570 jours. Multiplié par un chômage théorique de 40 euros par mois, d'accord? Je suis parti sur les mêmes valeurs depuis le début de mon exemple, hein. Ouais, Donc, ça fait un reliquat de 22 800. Donc, Pôle emploi, ils vont te dire, écoutez, monsieur, chez nous, vous avez une note de 22 800 balles qu'on peut vous verser. Sauf que si tu prends la RCE, l'ARS, Pôle emploi, ils ne te versent pas 22 800 euros. Ils vont te verser 45% de cette somme, ouais. donc 10 260, elle-même divisée en 2 paiements. Donc 5 530 à peu près un mois après la création et 5 530, dans mon exemple, environ 6 mois après la création. Ok ? Le truc, c'est que si tu fais ce choix-là, Pôle emploi, tous les mois, il ne te verse plus rien. D'accord ? Donc, en fait, ça veut dire que tu auras pris, à la fin, 45% de ton chômage, pas 100%. Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis. Alors, je le dis d'une manière complètement bidon aux porteurs de projets qui viennent ici, qui sont chez Pôle emploi, tu vois. Je leur dis, mais attendez, il existe l'ARS et vous pouvez toucher la moitié de votre reliquat Pôle emploi au total, tu vois. Donc, je suis pas loin de la vérité. Mais je savais pas que c'était en 2 fois déjà d'une part. Non seulement c'est en 2 fois, d'accord. Ouais. Il te verse rien du coup tous les mois. Et le pire dans l'affaire, c'est que du coup les 55% que tu n'as pas touché. En fait, le Pôle emploi il met au frigo. Les 55% ils les mettent au frigo pendant 3 ans. Okay. Si jamais ta boîte elle dure plus de 3 ans, ben les 55% tu tires un trait dessus. En fait, ils vont être partagés avec les autres. Oh, putain, ça je savais pas. Et du coup, tu peux les récup si tu craches. Par contre, si tu craches et que tu fermes. Par contre, il faut fermer. Hein. Il ne faut pas dire je fais 0 € de chiffre d'affaires. Il faut fermer la boîte et que tu te réinscris à Pôle emploi avant 3 ans. Et les 3 ans, ce qui compte, c'est la date de création de ta boîte. Hein. D'accord ? Donc, par exemple, tu crées au 1er juin 2021. Si tu craches avant, donc que tu fermes ta boîte avant le 1er juin 2024 et que tu avais pris la RCE, bah, si tu te réinscris à Pôle emploi avant le 1er juin 2024, bah, les 55% que tu n'avais pas touché, ils peuvent être versés à nouveau sous forme mensuelle, pas en one shot, mais sous forme mensuelle. Par contre, si tu craches et que tu fermes ta boîte au bilan, donc en gros en décembre 2024, et que tu vas voir Pôle emploi en disant désolé, j'ai craché ma boîte, je ne savais pas comment faire, là Pôle emploi ils vont te dire mais écoutez monsieur, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, parce qu'en gros c'est trop tard. À 6 mois après c'est trop tard, on vous versera plus rien. Ok, c'est incroyable parce que alors là, mais moi j'avais pas du tout conscience de ça. Parce qu'en fait, ok, ouais, je pensais que c'était complètement perdu, qui tirait un trait définitif, mais non, en fait, c'est encore un argument de plus pour leur dire mais foncez. Foncez de toute façon. Mais la RCE, encore une fois, moi, la RCE, je le conseille à vraiment quasiment personne. Je le conseille vraiment qu'aux gens pour qui le chômage qu'ils vont avoir mensuellement est vraiment beaucoup trop faible et avec qui on peut, et pour qui même les petites charges mixtes qu'on va récupérer à droite à gauche ne vont vraiment pas suffire. Soit ces personnes-là, d'accord, mais c'est quand même très rare. Parce qu'on peut essayer de tous faire un petit peu d'effort avec des économies, en limitant un peu son rythme de vie, ce genre de choses, même si c'est pas simple. Ou aux personnes qui ont un business tellement ouf, qui savent que dès le départ, et c'est quand même très rare, vont pouvoir se payer grassement. C'est très rare, c'est ce que tout le monde voudrait, mais c'est assez rare. Ouais. Ou aux gens qui ont vraiment besoin d'un apport personnel en cash qu'ils n'ont pas pour financer des grosses dépenses dès le départ, en prenant le risque, par contre, que mensuellement, ils vont devoir bouffer des pâtes parce qu'ils vont rien avoir mensuellement. Ok ? Donc, moi, je suis uniquement, quand je conseille, c'est uniquement le 3e cas de figure où les gens, ils ont par exemple des prototypes technologiques à développer et qu'il faut qu'ils fassent pour confirmer le marché maintenant. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que si tu as des trucs à faire financer, tu as comme des milliards d'autres techniques pour faire financer un truc plutôt que finalement te couper la corde, en fait. D'accord ? Ou scier la branche sur laquelle tu es assis et qui est Pôle emploi. Franchement, tu as raison. T'as quand même mieux à faire que ça. Ouais, t'as franchement mieux à faire que ça. Ok. Super, ben je prends note. Ok. Et après, c'était des petits conseils, enfin les nouveautés Pôle emploi en 2020 qu'il y avait eu. Donc en gros, vous en avez entendu parler. Hein. Le chômage qui est plus calculé avant pour avoir droit au chômage, il faut avoir travaillé 4 mois au cours des 28 derniers mois. Maintenant, c'est 6 mois au cours des 24 derniers. Donc ils ont restreint un peu les conditions d'accès au chômage. Ouais. Pendant cette période d'indemnisation, avant, tu pouvais créer de nouveaux droits au chômage. D'accord ? Pour créer les nouveaux droits au chômage, il fallait travailler au moins 1 mois rémunéré en tant que salarié pour régénérer un nouveau mois de chômage. Maintenant, il faut travailler au moins 6 mois pendant la période d'indemnisation pour pouvoir créer de nouveaux droits. Okay, donc là aussi, ils ont durci la règle. Et enfin, le dernier truc, c'est qu'ils ont mis en place
une dégressivité des allocations, ce qui n'existait pas auparavant, pour les personnes qui, quand ils s'inscrivent à Pôle emploi, ont un revenu en gros brut qui sert de base de calcul à votre chômage, qui était supérieur à 4 500 € brut. Donc, si vous aviez un revenu salarié supérieur à 4 500 € brut et que vous prenez le chômage versé intégralement, eh bien là, ce qui fait chier, pour pas dire autre chose, c'est qu'au bout du 7e mois, vous allez avoir une dégressivité de vos allocations de 30%. OK ? C'est ce que Pôle emploi considère comme étant des hauts salaires, parce qu'en gros, c'est des salaires de cadres supérieurs. Ouais. Et comme Pôle emploi sort des statistiques et savent que ces personnes-là n'ont pas vraiment de problème de chômage et qu'ils peuvent retrouver un emploi facilement, et pour les inciter, pour pas dire autre chose, à retrouver un emploi ou prendre un poste, ils leur mettent en place une dégressivité à partir du 7e mois. Donc ça, il faut l'anticiper aussi dans ses prévisionnels et tout. Si vous voulez garder le chômage pendant 2 ans, si vous êtes dans ce cas de figure, évidemment, hein, et que pendant 6 mois, vous allez avoir votre chômage calculé normalement et qu'au bout du 7e, il n'y aura pas encore une dégressivité supplémentaire. OK ? Sur Slack, j'ai mon équipe qui me dit on démissionne. Désolé, Camille. Je voulais pas foutre la merde. Ils me font délirer. Ils sont à côté, là, ils sont dans le salon, moi je me suis isolé un peu. Ouais. Je pense qu'ils ont pris des notes, ils vont te mettre de la pression. Et Daryl, en plus, il me dit ça, il n'a pas encore son CD, il faut qu'il fasse attention. Ouais, chaud pour toi, Daryl. Donc, je vous ai laissé mes coordonnées à la fin. Qu'est-ce qu'il y a, Daryl? il va pouvoir vous en faire, en fait, Camille. Croise les doigts, tu vois, je vais te faire un chèque. Il est en train de mettre le feu au CDI, là, au contrat de travail. Je vois, il est en train de mettre le feu. Je vous ai laissé mon contact, d'accord? Camille, il a mon contact. Daryl a mon contact. Mais d'ailleurs, demain, je fais un post avec tout ce que j'ai appris, Clément. Parce que, d'ailleurs, j'en profiterai pour mettre ta presse en PDF dans LinkedIn, si tu veux, si tu me dis OK. Alors, la presse dans LinkedIn, je te le dis franco, je suis pas très chaud pour qu'elle tourne sur LinkedIn. Par contre, je vais l'envoyer et tu l'envoies aux participants, d'accord? Que ça reste un peu en off. Ça reste en off pour nous. Et ton post, si tu veux, envoie-moi juste le contenu avant et que je te valide 2-3 trucs si tout était bien. Je te demande une petite validation et mais c'est juste, de toute façon, je vais faire un post demain sur le fait que je me suis rendu compte de déjà du pognon que j'aurais pu économiser, mais en plus de ça, que je donne pas forcément les bons conseils. Que je donne pas tous les bons conseils parce que j'avais pas tous les tips. Et vas-y, nous on va commencer à enclencher un peu notre partenariat que voilà. Je vais te renvoyer du monde, des gens qui veulent monter des boîtes et qui savent pas trop comment, notamment démissionner, parce que chaque fois c'est vraiment une problématique pour faire passer les gens à l'action et leur dire vas-y fonce, fais ce que t'aimes, putain, bouge-toi le cul. Et parce qu'il y a plein de gens, ils sont en plein mal-être dans leur boîte là, c'est un truc de ouf. Sans parler des licenciements économiques avec le Covid, etc. Il y a plein de trucs. Mais on sait qu'il va y avoir un boom de création d'entreprise pour encore une fois des bonnes et mauvaises raisons. Ok. Gardez à l'esprit une chose. Condillac c'est fait spécialiste des activités de service. Donc en gros, nos clients sont sur des activités de service. Quand je dis des services, c'est pas des commerces. En gros, ils n'ont pas de stock, ils n'ont pas de caisse, d'accord? Donc dès que vous êtes une activité de service, consultant X ou Y, formateur, architecte, enfin je sais pas, du service, vous facturez sur facture avec des paiements en virement, vous tombez dans le scope entre guillemets des activités que Condillac peut accompagner, d'accord? Moi, vous me contactez par mail en disant coucou Clément, on s'est rencontré sur le webinaire que tu as fait pour Conquistador et vous pouvez même me dire si c'était nul, ça me dérange pas, ça me permettra de m'améliorer pour la suite. En tout cas, dites-moi que vous venez par Conquistador, moi ça me permettra de dire à Camille coucou, j'ai bien reçu Vincent de ta part. Ouais. Donc voilà, quand vous tombez dans ce scope, dites-vous, on sera, j'ose espérer, les meilleurs interlocuteurs pour vous. Pour ceux qui veulent démissionner, ce qu'on pourra même faire, et là ce sera je pense très bien pour vous, on peut travailler même à distance des comptes de résultats prévisionnels. Et moi, c'est un engagement que j'avais tenu auprès de Camille et je vous le dis en live à tous. Si vous êtes dans les activités qu'on peut accompagner à moyen ou long terme, moi, je peux m'engager auprès de vous pour vous faire des prévisionnels et plans de financement sans vous les faire payer. D'accord? Sans vous les faire payer.
Donc, en gros, vous arrivez déjà à votre CEP avec un dossier de 20 pages. Voici mon plan de financement prévisionnel et compagnie. OK? La seule condition pour ça, et qu'il n'y ait pas de surprise, parce que je suis pas du genre à kiffer les mauvaises surprises. Quand demain, vous bossez avec un expert comptable, vous signez une lettre de mission. D'accord? Donc, en gros, c'est un contrat. C'est ça. Pondillac, on y va en force, on n'a pas de durée d'engagement. Aucune durée d'engagement. Ce qui est rare. Parce qu'en général, un cabinet comptable, on est lié pendant une durée de 12 mois avec des reconductions tacites, et quand on veut se barrer, il faut prévenir 3 mois avant la fin de l'exercice, sinon on paye 25% des honoraires à tous nous. On s'en fout, on n'a pas d'engagement, parce que les clients sont très satisfaits quand ils veulent se partir. Et bien on se dit, à la limite, il vaut mieux que la relation se finisse bien et rapidement, plutôt que ça parte en eau de boudin. Pour faire un prévisionnel, moi je dois envoyer une lettre de mission. Que la personne doit signer à distance, on fait des signatures électroniques pour 2 raisons. Un, parce qu'il faut quand même qu'on soit couvert en assurance pour ce travail-là. Ouais. Et ça vous permet de connaître nos tarifs si jamais vous créez une boîte avec nous. Ça ne vous oblige pas à monter la boîte. Si vous ne montez pas la boîte, on va rien vous faire payer, encore heureux. Mais par contre, si vous montez la boîte, vous savez combien coûtent nos services. OK? Comme ça, il n'y a pas de surprise du début à la fin. Vous repartez avec un prévisionnel tout propre pour votre CEP qui vous dira avec la commission, évidemment, monsieur, madame, vous pouvez démissionner avant le droit au chômage. OK? Yes. Et voilà. Drop the mic. J'ai pas le mic, je suis pas Obama, mais. Est-ce que ça vous a plu ou pas? Est-ce que le format vous a plu? L'intervention vous fait aller ou pas? N'hésitez pas à le dire. Hein. Prenez la parole, on n'est pas très nombreux, on est une vingtaine, donc s'il y en a qui veulent ouvrir leur micro, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez. Pas tous à la fois non plus, mais. Allez, Vincent, je commence. Yes. Très bien, très dynamique et j'aime beaucoup j'avais déjà un petit peu des infos comme vous l'aviez vu, mais les différents. En fait, on veut tous savoir. Voilà, si je fais ça, qu'est-ce que je paye? Si je fais ça, qu'est-ce que je paye pas? Et du coup, quand on a un peu un projet, ça permet assez vite de se dire, ok, je suis sur la bonne piste ou pas. Donc, c'est très dynamique, c'est bien. Et puis vous interagissez les deux, celui qui a l'expérience de monter des boîtes et celui qui aide. Donc, très bien. Merci. Okay, merci. Merci, ouais, c'est sympa. Et d'ailleurs, oui, ça a été. Si moi je fais la passe, tu vois, j'en profite, je rebondis sur toi, Vincent. Je me dis, et s'il y en a vraiment qui veulent monter des boîtes et aller au bout de la démarche, eh ben nous, on est là pour lancer des boîtes aussi. Exactement. Je sais bien. La passe mutuelle, mais voilà, mais vous allez voir sur conquistador.io, vous allez voir. On a une ADN un peu sympathique pour ceux qui connaissent pas. Si vous connaissez pas, je vous mets juste le lien dans les commentaires. Vous allez voir. Pondillac, ils sont vraiment top en termes de compta 2.0 comme tu disais. Et puis nous, on est vraiment top en termes de lancer sa boîte et avec des super retours. Donc on est content. Et il y a Alain qui fait la formation avec moi en ce moment. D'ailleurs. Yes. Demandez-moi sur LinkedIn. LinkedIn, vous tapez Clément Robiquet, vous allez me trouver. Je balance régulièrement les ateliers que je fais, que j'anime, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, après vous inscrivez ou pas, je m'en fiche. Mais demandez-moi en contact. Et juste, parce que là, s'il y en a qui veulent me poser des questions en suivant ou quoi que ce soit, juste pour info, la semaine prochaine, je suis absent pendant une semaine, ok? Alors je regarderai mes mails tous les jours, mais en gros, la semaine prochaine, je suis off. Je préfère vous le dire. Donc n'hésitez. Ne vous dites pas, Clément, ne me dites pas, Clément, t'es un super menteur, tu avais dit que t'étais dispo et en fait, pendant une semaine, t'es absent. Quoi. Voilà. Au moins, je vous l'ai dit. Bon, top. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres retours à nous faire? Ton slogan devrait être slide but no bullshit. Merci les gars. Ouais, c'est dur de faire sans slide. Hein. Franchement, sur le sujet, c'est un peu chaud. Faut pas faire sans slide. Mais bon. Non, mais en vrai, tu mets, enfin, ce qui fait plaisir aussi, c'est se retrouver en face d'un interlocuteur qui a la capacité à trouver les combines sur ce genre de problématique. Parce que c'est pas du tout facile. Quand t'arrives, tu sors, même dans une boîte, t'es déjà en train de penser à te barrer. T'as pas du tout ces réflexes-là et après tu te dis putain merde, mais j'aurais tellement dû. Totalement, ouais. Non, mais franchement, renseignez-vous au max avant parce que ne tombez pas dans la situation de Camille à dire putain si j'avais su. Même après, même quand tu as déjà démissionné, parce que en termes juridiques aussi, tu fais des conneries dans l'architecture de tes boîtes et tout. Et bon maintenant j'ai pris la leçon. Si je me crache un jour et que je retourne chez Pôle Emploi.
J'ai des trucs à refaire quand même. Ben écoute, tu sauras faire. Voilà. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas vraiment d'autres questions, moi je tenais à vous remercier évidemment à l'équipe Conquistador, à vous remercier pour l'écoute, à vous remercier pour les questions et a priori et après enfin et vous qui êtes satisfait, si vous êtes satisfait, moi ça me va. Voilà, je repars chez moi l'esprit un peu léger.